comment prendre une bonne décision, comment s'assurer qu'on ne s'est pas trompé, mais aussi comment faire confiance au jugement des autres, en particulier quand ils nous impactent, par exemple un juge, un policier, un médecin. Évidemment, on sait tous qu'on a des biais sur tel et tel sujet, mais il y a un autre élément qui altère énormément notre jugement et c'est le bruit. Ce concept, on n'y a jamais pensé, on n'en a même jamais entendu parler. Et justement, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Sibony, qui est, entre autres, un professeur de stratégie à HEC. Il a coécrit un livre sur le sujet avec 2 personnes incroyables. Le premier est psychologue et il a gagné le prix Nobel d'économie. Et le second est prof à Harvard de droit et c'est l'un, globalement, des meilleurs juristes américains. Et Olivier va nous expliquer comment le bruit peut vraiment altérer de manière extrêmement importante nos jugements et le jugement des autres. Et il va aussi nous expliquer comment on peut réduire le bruit, comment on peut aussi éventuellement réduire les biais. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour Olivier. Bonjour Grégory. Vous allez bien ? Super. Bon. Aujourd'hui, on va parler d'erreurs, du fait de se tromper. On se trompe plus souvent qu'on ne le pense, je crois. Absolument. Dans le livre, vous décrivez qu'il y a 3 manières de se tromper. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 3 manières de se tromper ? Il y a les biais, il y a le bruit, il y a le biais et le bruit. Je serais hyper intéressé de définir la différence entre le biais et le bruit. Alors on va en parler. En fait, il y a 2 manières de se tromper, puis si on les additionne, ça en fait 3, parce qu'en général, on se trompe des 2 manières à la fois. Mais les 2 manières, c'est ce qu'on va appeler, par analogie avec des termes statistiques que les statisticiens reconnaîtront, le biais et le bruit. En fait, le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est de penser à un exemple de mesure. Si vous vous pesez le matin en montant sur la balance de votre salle de bain, et que vous savez que votre balance, elle est un petit peu généreuse, elle vous donne toujours un demi-kilo de moins que ce que vous ne pesez en vrai, et que donc, si vous voulez savoir votre vrai poids, il faut que vous rajoutiez un demi-kilo en moyenne. Ça, c'est le biais de votre balance. C'est son erreur moyenne, c'est le fait que sur l'ensemble des mesures qu'elle fait, en moyenne, elle se trompe d'un demi-kilo, toujours dans le même sens. Et donc, c'est une erreur connue, connue si vous la connaissez, et une fois que vous la connaissez, prévisible et en moyenne régulière. Mais il y a un autre phénomène, qui est que si vous montez 3 fois de suite sur votre balance à 3 secondes d'intervalle, vous n'allez pas lire exactement le même poids. Et c'est pas parce que vous avez maigri ou grossi, c'est parce que votre balance n'est pas parfaitement fiable, pas parfaitement régulière. Il y a une erreur aléatoire dans ce que vous lisez sur votre balance, c'est du bruit. Et donc, à chaque fois que vous vous pesez une seule fois, vous allez avoir une erreur qui est la somme de l'erreur moyenne, du biais, et de l'erreur supplémentaire, qui peut être positive ou négative, que vous rajoutez à ce biais, qui est une erreur de bruit. Et en fait, dans la mesure que vous allez prendre, il y a à la fois du biais et du bruit. Maintenant, le sujet du livre qu'on a écrit avec Daniel Kahneman et Cass Sunstein, c'est pas les balances de salle de bain, c'est le jugement humain. Et en fait, dans le jugement humain, il se passe exactement la même chose. Quand on fait une estimation, quand on fait une prévision, quand on fait un jugement, de manière générale, il y a dans notre jugement des biais, et on en a souvent entendu parler, vous avez tel biais, etc. Donc ça, on le sait, ou on croit le savoir. Mais il y a aussi une erreur plus difficile à cerner, plus difficile à comprendre, plus difficile, même quasiment impossible à prévoir, qui est une erreur quasiment aléatoire qu'on va appeler du bruit. Et c'est à ce sujet qu'on a voulu s'intéresser dans ce livre qui s'appelle Noise. Et le bruit, en fait, alors par exemple dans le cadre d'un jugement, on peut prendre l'exemple d'un juge, ça peut être intéressant, ça peut être si la personne a faim, si la personne a eu une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que c'est que ce bruit en fait, comment on peut parce que les biais, je pense que les personnes savent à peu près ce que c'est qu'un biais, on en a pas tous conscience, mais on a on a la compréhension de ce que c'est. Le bruit, par contre, on n'en a pas nécessairement conscience. Alors vous avez raison, le biais, on n'en a pas forcément conscience, mais enfin au moins on a entendu parler du concept. Ouais. Donc prenons l'exemple d'un juge, puisque vous le proposez. Vous passez devant un juge, vous pouvez tomber sur un juge raciste, ou vous pouvez tomber sur un juge qui est particulièrement sévère, ou au contraire un juge qui est particulièrement laxiste. Ça, c'est les biais du juge, c'est la manière dont le juge va s'écarter de la moyenne des juges de manière prévisible. On pourrait appeler ça une erreur. Le problème dans le cas des juges, c'est que erreur suppose qu'on ait un point de référence. Or, il faudrait qu'on sache quelle est la juste peine. Donc, arbitrairement, on va dire que la juste peine, c'est celle que donnerait un très grand nombre de juges si on prenait la moyenne du jugement d'un très grand nombre de juges. C'est arbitraire, mais on pourrait prendre n'importe quoi, le raisonnement est le même. Donc, supposons que par rapport à ça, chaque juge a un biais particulier. Maintenant, ce à quoi vous faites allusion, c'est que chaque juge ne va pas non plus être le même tous les jours. Le juge n'est pas le même le matin qu'il est l'après-midi.
On sait, parce qu'on a des mesures statistiques là-dessus, que les juges vont être plus sévères, un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu plus sévères avant le déjeuner qu'après le déjeuner. On sait qu'ils vont être un peu plus sévères quand leur équipe de foot préférée a perdu le match du week-end que quand elle a gagné le match du week-end. On sait même qu'ils vont être un peu plus sévères quand il fait chaud que quand il fait froid. On sait qu'ils vont être un peu moins sévères quand c'est l'anniversaire de la personne qu'ils sont en train de juger. On sait que là, c'est pas les juges, c'est les policiers qui arrêtent un contrevenant sur la route, mais c'est la même idée, ils vont être un peu moins sévères quand ils portent le même prénom. Bref, il y a toutes sortes d'influences du contexte qui, en théorie, ne devraient pas avoir un impact sur le jugement, qui, en fait, en ont une. Ça, c'est des sources de bruit, c'est ce qu'on va appeler du bruit d'occasion, et c'est celui qu'on comprend le plus facilement parce que je viens de vous en donner 10 exemples et on se rend bien compte que chacun de ces exemples fait une petite différence. Mais en fait, c'est pas la seule source de bruit. La source principale de bruit dans mon exemple du juge, c'est quand vous tombez sur le juge Pierre plutôt que sur le juge Paul, ou sur le juge Marie plutôt que la juge Anne, vous n'allez pas être face à la même juge. Et du point de vue du système judiciaire auquel vous avez affaire, le fait que vous tombiez sur la juge Anne plutôt que sur le juge Pierre est complètement aléatoire. Et cet aléa-là, encore bien plus que l'aléa qu'on soit le matin ou l'après-midi ou avant ou après le déjeuner, va peser très très lourd dans votre jugement. Donc en fait, dans le bruit, il y a des bruits à l'intérieur du bruit intrapersonnel, du bruit à l'intérieur d'une même personne, qui est le matin ou l'après-midi, et puis il y a du bruit entre les personnes, et ça c'est évidemment une source bien plus importante de bruit dans un système où on voudrait qu'il y ait de l'uniformité. Et on a une idée, enfin je sais que vous en avez une parce que je vous ai entendu en parler, donc je vous pose la question quand même. On a une idée de l'importance de ce bruit, enfin sur le jugement. Je sais que vous aviez un exemple dans les assurances, mais c'est vrai qu'on a tendance à imaginer que bien sûr il y a du bruit, bien sûr que quand on n'a pas mangé, si on a faim, si on est un peu énervé, on va pas avoir le même jugement. Mais est-ce que ça a vraiment un impact fort ou est-ce que c'est à la marge en réalité ? Mais vous avez raison, parce qu'on se dit, évidemment, le bruit, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Par définition, quand quelque chose est une question de jugement, c'est que on se dit bien que des gens peuvent ne pas être d'accord. Sinon, on n'appellerait pas ça une question de jugement. Si je vous demande combien font 17 fois 6, c'est pas une question de jugement. Il y a une bonne réponse. On la connaît de tête ou on est obligé de la calculer, mais enfin, on s'attend pas à ce que deux personnes soient en désaccord là-dessus. En revanche, quand on dit à combien d'années de prison il faut condamner ce prévenu dont on a entendu le procès pendant 3 jours, ça, c'est une question de jugement. Donc on s'attend à ce que des gens raisonnables et compétents et non biaisés soient pas exactement d'accord. En fait, la motivation du livre qu'on a écrit sur ce sujet, c'est que l'ampleur de ce désaccord est presque toujours bien plus grande qu'on ne le croit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il va y avoir du désaccord, mais il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. L'exemple de la compagnie d'assurance dont vous parliez, c'est un exemple où on a demandé au patron de cette compagnie d'assurance, à votre avis, combien il y a d'écart entre deux experts ? Alors ça peut être des experts en sinistre qui évaluent le coût d'un sinistre, ça peut être des souscripteurs, qui sont les gens qui fixent les prix des polices d'assurance, mais peu importe, ça pourrait être n'importe quoi. À votre avis, combien il y a d'écart entre deux personnes qui sont qualifiées, qui appliquent les méthodes officielles de la compagnie, qui ont accès aux mêmes informations, qui font bien leur travail, qui sont compétentes, qui sont attentives ? Et ils nous ont répondu, en gros, 10%, ça nous paraît très honnête. On s'attend pas à ce qu'ils tombent exactement juste, c'est pas des machines. Donc, on s'attend pas à ce que ça soit exactement pareil. S'il y a 10% d'écart, ça nous paraîtrait à peu près normal. En fait, il y a en moyenne, si on prend deux juges au hasard et deux experts au hasard et qu'on leur soumet le même cas, 55% d'écart. 5 fois plus. C'est énorme. Dans l'exemple des juges, l'étude qu'on cite, qui est une ancienne étude d'ailleurs, faite aux États-Unis, il y a des cas où quand on montre le même cas à deux juges, le même cas, la même description du même crime commis par la même personne avec le même casier judiciaire, les mêmes circonstances atténuantes ou aggravantes, etc., il peut y avoir un juge qui dit que ça mérite 30 jours de prison et l'autre qui dit que ça mérite 15 ans. Et des écarts comme ça, on a du mal à considérer que ça soit juste une question normale de variation entre deux personnes qui appliquent les mêmes méthodes. On a clairement un problème de système. Et partout où on a regardé ça, un autre exemple terrifiant, c'est la médecine, partout où on a regardé ça, on peut avoir entre des gens qui sont présumés très compétents, des désaccords très importants, soit parce qu'il y en a un qui se trompe et l'autre qui a raison, soit parce que les deux se trompent, soit parce qu'on ne sait pas qui a raison.
Alors, j'avais une question, mais je vais la poser après. Je vais vous en poser une autre entre-temps. Quand j'entends ça, je me dis, mais parce qu'on est tous confrontés à des situations comme celle-ci, c'est-à-dire face à un médecin, face à une assurance, face à bon, le juge, j'ai pas eu l'occasion, mais Je j'imagine vous que le ça souhaite pas, arrive. mais vous êtes confronté Non, au recruteur, vous êtes c'est ça. confronté dans une entreprise à un patron qui évalue votre performance ou à une patronne, vous êtes confronté à un fonctionnaire qui décide si les documents que vous lui présentez constituent des preuves acceptables de votre domicile, de toutes sortes de choses que vous devez justifier et qui demandent toujours une question de jugement. Donc on est les objets de ce jugement, même quand on n'est pas les sujets, 100 fois par jour. Mais alors, du coup, comment on fait pour avoir confiance si on sait que, alors déjà il y a des biais, on n'a pas trop insisté sur les biais, mais c'est vrai que bon, on a parlé du racisme, mais ça peut être du sexisme, ça peut être, il y a plein de types de biais. Ou il y a parfois des biais inconscients aussi. On parlera tout à l'heure d'intelligence artificielle et des biais inconscients qu'on a pu voir passer ici et là. Mais comment on fait pour avoir confiance dans le jugement d'autrui? Surtout sur des personnes qui sont censées être des professionnels, c'est-à-dire en fait, je parle pas d'intuition là à ce stade-là. Encore le recrutement c'est de l'intuition, mais devrait pas, mais oui. Ça devrait pas, mais il y a toujours un peu d'intuition. On sait bien comment ça fonctionne. Mais par exemple un professeur, vous êtes prof. Quand vous notez une copie, voilà, je vais voir un médecin, c'est un peu plus grave, ou quand il y a un jugement, comment on fait pour avoir confiance si on sait qu'il y a autant de biais et de bruit? C'est une très bonne question. D'abord, la première chose à se dire, c'est qu'on ne devrait pas avoir autant confiance que ça. Donc moi, quand mes étudiants reçoivent les notes que je leur donne, je leur dis, vous savez, je peux me tromper, c'est variable. Ça veut pas dire que vous pouvez revenir et négocier que je fais changer la note. Ça veut dire que si vous estimez que vous avez été mal noté, c'est tout à fait possible. Dites-vous que ça doit être aussi souvent à votre avantage qu'à votre désavantage. Curieusement, quand c'est à votre avantage, vous le remarquez pas. Mais il y a de la variabilité dans le jugement, il y a de l'aléa, il y a du bruit. Je note probablement pas de la même manière le matin que l'après-midi et quand j'ai faim que quand j'ai bien déjeuné, comme les juges dont on a évalué le jugement. Il n'y a pas de raison que je sois meilleur qu'eux. Est-ce que c'est très grave ? Non. C'est pas très grave parce que je suis pas en train de noter des applications, comme on dit, des candidatures de gens qui postulent pour entrer dans une université. Je suis pas en train de noter des copies de concours général. Donc c'est pas très grave. Si c'était grave, il faudrait se demander comment est-ce que le système, pas l'individu, comment est-ce que le système vous donne une plus grande confiance dans son jugement. Ça peut être par exemple dans le cas des copies en ayant 2 corrections et en prenant la moyenne, ou en ayant une harmonisation des corrections. Ça peut être en ayant un barème qui normalise un petit peu la manière dont on note les copies. Et dans le système éducatif, je ne dis pas que c'est parfait, c'est très loin de l'être, mais dans la plupart des cas où il y a une notation importante, on prend plus de précautions de ce genre-là que quand la notation n'est pas très importante, comme celle que je fais la plupart du temps. Donc on voit bien qu'on peut mettre en place des mesures de réduction du bruit, mais c'est au niveau du système qu'il faut le faire. Alors évidemment, moi, je peux me dire, je peux essayer d'avoir moins de bruit dans ma notation de mes copies, mais il y a une limite qu'on atteint très vite à ce que je peux faire tout seul dans mon coin. La bonne manière de réduire le bruit, c'est de s'y prendre au niveau du système auquel vous avez affaire. Et donc, c'est pas, pour en revenir à votre question, c'est pas dans le jugement de l'individu que vous devez avoir confiance. C'est dans la capacité du système à vous fournir un jugement exempt de bruit. Parce que du coup, j'ai une double question. D'abord, c'est est-ce qu'on peut réduire son bruit au niveau individuel? Vous avez partiellement répondu, mais ça m'intéresse de voir, pour les personnes qui nous écoutent, ça, parce que elles ont nécessairement à un moment donné apporté des jugements. Comment elles font pour réduire leurs erreurs ou leur bruit? Comment elles font pour moins se tromper? Et aussi, du coup, on reviendra sur le système après. J'ai déjà répondu à celle-ci. Oui, commençons par celle-là, c'est déjà une vaste question. D'abord, quand on est seul à faire un jugement ou à prendre une décision, le meilleur conseil qu'on puisse vous donner, c'est de ne pas le rester. Un homme seul est en mauvaise compagnie, c'est Paul Valéry, je crois, qui disait ça. Et en fait, quand on est tout seul, on ne sait pas à côté de quoi on passe. Enfin, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais chaque fois où vous pouvez prendre l'avis de quelqu'un pour vous donner un autre son de cloche sur le jugement que vous êtes en train de porter, vous avez intérêt à le faire. Chaque fois que vous allez le faire, soit dit en passant, il y a une bonne manière de le faire et une mauvaise manière de le faire. La mauvaise manière de le faire,
qui est celle qu'on a tous tendance à adopter, c'est d'aller voir quelqu'un dont on sait qu'il a de bonnes chances d'être d'accord avec nous, et de lui dire « je pense que je vais faire ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et en général, il va répondre qu'il est d'accord avec nous, puisque c'est exactement l'objectif de la question. Si vous voulez vraiment savoir, si vous voulez vraiment un bon conseil, vous devez essayer de prendre le conseil de quelqu'un qui est neutre par rapport à vous, qui ne sait pas ce que vous pensez, et qui, si possible, va vous donner un avis aussi indépendant que possible. Donc, typiquement, si vous êtes en train de prendre une décision de recrutement, à peu près toutes les entreprises qui font du recrutement demandent à plusieurs personnes de rencontrer un candidat, mais la bonne manière que peu d'entreprises adoptent de confronter les jugements de ces différents intervieweurs, c'est de ne pas les mettre dans une salle pour qu'ils en discutent, mais de leur demander à chacun d'écrire ce qu'ils ont pensé du candidat sur un certain nombre de dimensions séparées, et en expliquant pourquoi ils l'ont pensé, et seulement ensuite d'en discuter, dimension par dimension, en partant de la moyenne des résultats auxquels on est arrivé. Quand on commence par dire moi j'ai trouvé qu'il était super, et toi Grégory, qu'est-ce que t'en as pensé ? On a déjà perdu une grande partie de la valeur de la confrontation des opinions. Donc la première manière de réduire le bruit, c'est de confronter plusieurs opinions, en prenant la moyenne après s'être assuré qu'elle soit formulée de manière indépendante. C'est pas aussi intuitif qu'il y paraît, parce que la plupart du temps dans les organisations, on a tendance à pas faire comme ça. Alors ça fonctionne. Il y en a plein d'autres, mais c'est la première. Ça fonctionne pour les entreprises. Alors, c'est c'est votre spécialité. Mais comme vous avez écrit le bouquin avec deux autres personnes, je suis curieux aussi de comprendre par exemple, chez le médecin ou le juge, enfin, on n'a pas trop l'occasion. Enfin, parfois il y a des jurys, donc il y a effectivement des avis, mais les jurés, on leur demande est-ce que vous pensez que cette personne est coupable, pas coupable. On leur demande pas de classer sur un certain nombre de critères, comme vous le décrivez. Est-ce que vous pensez que cette personne est pas sympathique, mais je sais pas ce qu'ils pourraient demander, mais des critères un peu plus objectifs, ça fonctionne moins, ou même le médecin, ça fonctionne moins. Ça peut fonctionner moins et ça peut fonctionner. Je vous prends l'exemple du médecin, parce que c'est le plus simple. Sur pas mal de situations ou de pathologies, les médecins utilisent des guidelines, ou comment est-ce qu'on dit en français, des guides, ou des guides de bonne pratique, en fait, ou des choses comme ça. Je vous donne un exemple qui est assez connu. Le score d'Apgar. Donc, quand un nouveau-né vient au monde, et qu'il s'agit de déterminer si le nouveau-né est bien portant ou s'il faut l'envoyer rapidement en réanimation néonatale parce qu'il est en souffrance, autrefois, le médecin ou la sage-femme qui venait de faire l'accouchement regardait le bébé et se faisait une opinion globale, un jugement un peu intuitif, comme vous disiez tout à l'heure à propos du recrutement, en se disant « oui, il m'a l'air bien, c'est vrai que le pouls est pas très rapide, mais en même temps, il a l'air de bien remuer, donc ça m'a l'air d'aller bien. » Et puis, un jour, c'était dans les années 50 d'ailleurs, donc ça fait un moment, une anesthésiste du nom de Virginia Apgar s'est dit, en fait, on pourrait codifier tout ça. Quand je parle à mes collègues, il y a 5 choses qui ont l'air d'être importantes pour eux quand ils font ce jugement. C'est l'apparence, le pouls, et puis elle s'est aperçue que ça pouvait former les lettres de son nom, donc elle s'est dit que ça serait rigolo. Donc l'apparence, le pouls, la grimace, l'activité et les réflexes, si j'ai bonne mémoire. Et sur chacun de ces 5 critères-là, il y a une note entre 0 et 2, qui correspond à un indicateur précis. Donc pour le pouls, c'est un certain nombre de battements par minute qui valent 0, qui valent 1, qui valent 2. Et si vous avez 7 ou plus, bébé que vous êtes en bonne santé. Si vous avez moins, vous êtes en mauvaise santé. Qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait ça ? On n'a pas pris la moyenne du jugement de 12 médecins, mais d'une certaine manière, c'est un peu ce qu'on a fait, puisque ce barème, ce score, incorpore l'intelligence collective ou l'expérience collective d'un grand nombre de médecins qui y ont contribué, et parce que ce score va éviter la variabilité du jugement d'un moment à l'autre ou d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre, il y a peut-être un médecin qui dit moi je suis plus sensible à l'apparence du bébé, et un autre qui se dit moi je suis plus sensible à ses réflexes, c'est ça qui compte. En fait, avec le score, on standardise un petit peu tout ça. On fait en sorte que le jugement soit fonction du bébé, bien sûr, mais moins fonction du médecin, soit moins fonction du fait que vous êtes tombé sur tel ou tel médecin, ou du fait que tel ou tel médecin est plus ou moins attentif aujourd'hui à tel ou tel signe, parce que peut-être il a eu un problème avec un autre signe hier et qu'il est plus sensible à ça. Bref, on fait en sorte que ça soit un petit peu plus normalisé. Donc partout où on peut avoir un système un peu plus standardisé, un petit peu plus normalisé, un petit peu plus cadré, partout où on a un jugement structuré, pour employer le terme qu'on développe longuement dans le livre, on va avoir un jugement qui est moins sujet au bruit.
Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire tout seul, bien sûr, qu'on fait encore mieux en groupe, mais qu'on peut aussi faire tout seul. Et parce que vous me disiez tout à l'heure, quand je dois prendre une décision au niveau individuel, je peux demander à des amis. Moi, j'ai la sensation que quand je fais ça, les gens projettent leur peur, en fait. C'est-à-dire, si je leur dis, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que je quitte mon job et que je fasse complètement autre chose parce que je le ressens comme ça? Et les gens vont dire, mais oui, mais t'es fou. En fait, quelque part, ils projettent leur peur parce parce que eux ne bougent pas. Et donc, ils n'ont pas vraiment envie que vous bougiez non plus, quoi. Quelque part, il y a cet effet-là. Comment on gère ça au niveau individuel, du coup? Enfin, est-ce que ça peut se gérer, d'ailleurs? Ou est-ce que c'est juste une prise de recul par rapport à ce qu'on nous dit? Ce que vous appelez une prise de recul, construisons un peu là-dessus, parce que c'est ça tout l'enjeu. Dans la prise de recul, il y a deux choses. Au moins. Il y a le fait d'identifier les dimensions de la décision, et il y a le fait d'avoir un jugement approprié sur ces différentes dimensions. Vos amis peuvent jouer les deux rôles, ils peuvent vous dire, mais est-ce que tu as pensé à ce truc-là? Est-ce que tu as pensé que quand tu vas changer de job, peut-être que la culture de la boîte où tu vas aller va pas te plaire du tout? Ah oui, tiens, j'y avais pas pensé, j'en avais pas fait un critère. Bon, ok. Et puis, il y a un autre aspect qui est, ah, mais attends, changer de job, l'incertitude, moi, à ta place, je pourrais vraiment pas, c'est quelque chose qui, pour moi, pèse très lourd. Cette deuxième dimension, c'est à vous d'en juger. Le poids que vous donnez aux différents critères, c'est à vous de le déterminer. En revanche, la structuration de la décision, l'identification des critères, le fait d'avoir l'avis d'autres gens, et en particulier d'autres gens qui sont déjà passés par une décision du même type, peut vous aider à les identifier. Donc la démarche théoriquement idéale, en pratique pas forcément très simple, mais pas forcément impossible non plus, consisterait à dire, au fond, je dois prendre une décision, quelles sont les dimensions de cette décision? Quels sont les paramètres que je dois prendre en compte pour prendre cette décision? Si je dois choisir un job, qu'est-ce qui compte dans ce job? Là, c'est intéressant de prendre l'avis de pas mal de gens. C'est un exercice que je fais souvent avec mes étudiants de MBA pour leur apprendre justement à structurer une décision. Je leur dis, on va essayer d'identifier les critères qui comptent pour vous, votre checklist de comment choisir un job. Et en fait, ils s'aperçoivent que quand ils en parlent entre eux, parce que j'ai fait travailler en petits groupes, ils trouvent des dimensions auxquelles ils n'avaient pas pensé. C'est-à-dire que quelqu'un va leur dire oui, mais dis donc, tu me parles pas dans ta liste des perspectives d'avancement ou de progression de carrière. Pour moi, c'est un truc vachement important. C'est bizarre que tu l'aies pas mis sur ta liste. Est-ce que c'est parce que tu veux de toute façon changer de boîte tous les ans? Et en général, ils répondent non, c'est juste parce que j'y avais pas pensé. Donc, une fois que pour vous constituer votre liste, prendre l'avis de pas mal de gens peut vous être utile. Ensuite, le poids que vous donnez à ces dimensions, il n'appartient qu'à vous. Et le fait que vous vous disiez c'est plus important pour moi d'être dans une boîte dont les valeurs et la culture me conviennent que d'avoir un gros salaire, il y a des gens qui pensent pas comme vous, mais c'est votre choix et votre droit. Donc en fait, c'est une forme d'intelligence collective. C'est une forme de structuration collective, parce que là, on est dans l'intelligence, effectivement, on est dans le raisonnement. Une fois que vous allez décider du poids que vous donnez aux différents attributs de votre décision, on n'est plus dans le raisonnement, on est dans vos préférences personnelles, et il n'est plus question d'intelligence collective, il est question que de vos préférences à vous. Ok. Est-ce que... En fait, j'avais une question sur le profil des 3 personnes qui avaient écrit le bouquin, donc, dont vous. Est-ce que c'est pour éviter le bruit que vous l'avez écrit à 3? Ah, ça serait, j'avais pas pensé à faire ce storytelling-là, mais c'est merveilleux. Vous venez de me donner une idée de marketing formidable. Non, la réalité est un peu différente. En fait, j'avais commencé avec Daniel Kahneman, donc, qui est psychologue, et moi je suis prof de stratégie, de management. Et on s'est aperçu au bout d'un moment, d'une part que c'était un sujet qui dépassait largement le monde de l'entreprise et que, en particulier, il y avait des implications sociétales, politiques, juridiques, philosophiques, etc., qui étaient très importantes. Et d'autre part que c'était un vaste sujet et qu'on ne serait pas trop de 3 pour réussir à finir ce livre dans un délai raisonnable. Et c'est là que, par chance, Cass Sunstein passait par là. D'accord. Et du coup, les 3 profils sont hyper complémentaires. Donc, Danny, bien qu'il soit prix Nobel d'économie, il n'est pas du tout économiste. Daniel Kahneman est psychologue. C'est le seul prix Nobel d'économie à ne jamais avoir pris un cours d'économie de sa vie. C'est beau. Mais il a inventé en fait ce qui est devenu l'économie comportementale, qui en réalité est l'application à l'économie d'un certain nombre d'insights ou d'idées de la psychologie cognitive.
Et Cass Sunstein est un juriste. C'est un des juristes les plus connus aux États-Unis. Il est aujourd'hui d'ailleurs dans l'administration Biden, où il est au Department of Homeland Security, où il s'occupe des questions juridiques de cette espèce de super ministère de l'Intérieur, si on peut dire. Et donc, moi, je connais un petit peu plus le monde des affaires. Donc, c'est un trio effectivement inhabituel, mais qui permet de couvrir plus de terrain qu'on en couvre tout seul. Je comprends. Cela dit, c'est un très beau message de se dire qu'on peut gagner le prix Nobel d'économie sans avoir pris un cours d'économie. Oui, si votre objectif est de gagner le prix Nobel d'économie, vous mettez pas les chances de votre côté quand même en faisant ça. Mais bon. Alors c'est sûr. Non, mais je discutais il y a 2 jours avec une personne qui me disait ouais, mais je rêve de faire ci dans ma vie, je rêve de faire ça. Une personne qui avait à peine 30 ans, et je disais mais tout est possible. En fait, tu peux tout faire, tu peux tout envisager. Et elle me disait, mais non, c'est pas possible. Moi, je suis médecin, ça n'a rien à voir avec moi. Et je lui disais, mais si. Et donc, typiquement, alors, sans aller jusqu'au prix Nobel, de se dire qu'on peut changer de vie, qu'on peut changer de parcours et de se dire que c'est possible, je trouve ça assez chouette comme message, malgré tout. Oui, c'est marrant. Alors, lui, en réalité, c'est d'autant plus impressionnant, il n'a pas du tout changé de vie. C'est-à-dire qu'il n'est pas devenu économiste. Oui. Hein. Il a eu un impact extraordinaire sur l'économie, et sur des tas d'autres choses, mais en particulier sur l'économie, par des découvertes sur la psychologie humaine, en fait. Sur la psyché, ouais. J'avais une question, on parlait tout à l'heure de faire confiance. On est dans une ère, beaucoup de fake news. En particulier, là, on est sur vaccin, pas vaccin, anti-vaccin, etc. J'ai pas confiance. Ce que vous dites quelque part, alors je pousse le trait, mais ça va dans le sens des gens qui n'ont pas confiance quelque part, de se dire en fait est-ce que vraiment on peut faire confiance parce qu'il y a autant de bruit et autant de biais, et sans doute je pense que, et là ça va retoucher votre spécialité, des intérêts économiques. Comment je peux avoir confiance dans ce contexte-là en fait? C'est une très bonne question. Enfin, si c'était une question facile, on n'aurait pas les difficultés qu'on a sur ce sujet-là. Donc évidemment c'est une question compliquée. D'abord, ici, quand on parle de biais, quand on parle de bruit, on parle des questions de jugement. Une question de jugement, c'est une question où, d'une part, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord, c'est pas une question de fait, mais où, à l'autre inverse, c'est pas non plus une question d'opinion, à l'autre extrême. Hein, si vous me dites que vous préférez Lisbonne et que je préfère Paris, ou que vous préférez le chocolat et que je préfère le thé, c'est pas une question de jugement, c'est une question de goût, une question de préférence personnelle, et il est pas souhaitable qu'on soit d'accord. On s'attend pas à ce qu'on soit d'accord sur ce genre de questions. Et d'ailleurs, le monde serait très ennuyeux si tout le monde était d'accord sur tout, sur ce genre de choses. Donc, les questions de jugement sont un petit peu entre ces deux extrêmes. C'est des questions dont la réponse n'est pas déterminée ou déterminable de manière certaine, mais où on s'attend quand même à une certaine convergence. On s'attend à ce que l'étendue des désaccords soit limitée. Par exemple, quand 2 juges regardent le même prévenu, on voudrait penser que c'est pas une question de goût, c'est pas une question d'opinion, que quand même, ils devraient tomber à peu près d'accord sur la manière de punir ce prévenu. Sinon, on a un problème de confiance dans le système judiciaire. Quand on parle des vaccins ou d'un certain nombre de choses de ce genre-là, ou de beaucoup de sujets du complotisme, on n'est pas dans les questions de jugement, on est dans les questions de fait. Donc la question de savoir si le vaccin contre le Covid est en phase expérimentale ou s'il n'est pas en phase expérimentale, c'est pas une question de jugement ou une question d'opinion, c'est une question de fait. Un vaccin qui a été administré à 3 milliards de personnes dans le monde, il n'en est plus exactement à sa phase expérimentale. Il n'y a pas beaucoup de médicaments qui ont été autant administrés. Quand on dit qu'il y a des effets secondaires, oui, il y en a, on sait lesquels avec une assez grande précision aujourd'hui. C'est une question de fait. Là où il y a une question de jugement, et où chacun jusqu'à présent a été libre de son jugement, c'est de moins en moins le cas, c'est est-ce que ces effets secondaires, ces risques, ces inconnus, justifient le choix individuel ou collectif d'administrer ce vaccin. Il me semble que c'est exactement l'exemple d'une question de jugement, c'est-à-dire que c'est pas une question de fait, mais au fond, on s'attend à ce que l'immense majorité des gens qui sont capables de raisonner et qui sont correctement informés arrivent à la même conclusion.
À l'évidence, ça n'est pas le cas. C'est ça. Alors, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas dans des proportions qui ne sont pas aussi grandes que ce qu'on nous raconte, puisqu'on a quand même une adhésion massive à ce vaccin. Ça n'est pas le cas pour plein de raisons. D'une part, parce que les gens n'ont pas tous les mêmes faits, et comme disait le docteur Fauci aux États-Unis, qui s'occupait de la politique vaccinale depuis quelque temps. Comme il disait, s'il y avait eu Facebook il y a une vingtaine d'années, on n'aurait jamais réussi à éradiquer la variole. C'est important de se rappeler qu'une grande partie du problème est fabriquée de toutes pièces par des réseaux sociaux dont le modèle économique consiste à faire en sorte que des gens se racontent n'importe quoi les uns aux autres, parce que plus ils racontent n'importe quoi, plus ils sont engagés, plus ils passent de temps et plus ça anime les réseaux. Donc, on a laissé se développer des monstres qui prolifèrent en répandant de fausses informations, et c'est quand même un problème sérieux auquel il va un jour falloir qu'on s'attaque d'une manière démocratique et néanmoins ferme. Donc ça, c'est une raison. Il y a des tas d'autres raisons psychologiques qui font que les gens n'ont pas envie d'entendre ce qu'on leur dit, qui font que quand on leur dit que quelque chose est obligatoire ou quasi obligatoire, ils ont envie de ne pas être d'accord parce que c'est la réactance, comme on dit en psychologie. On manifeste son autonomie en s'opposant à la contrainte qu'on nous fait subir. Plein d'autres raisons. Au fond, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que si on considère si on prend un petit peu de recul par rapport à l'écume de l'actualité, sur ces histoires de vaccins, on va quand même dans la bonne direction et on y va à une vitesse qui est tout à fait remarquable. Pensez quand même, on se parle en juillet 2021, pensez qu'il y a 18 mois, cette maladie n'avait pas de nom, qu'il y a 21 mois, elle n'existait pas. Et qu'aujourd'hui, on a 3 milliards de personnes dans le monde qui sont vaccinées contre elle. Il y a encore un an, on nous disait que c'était de la science-fiction d'imaginer qu'on ait un vaccin avant une dizaine d'années. La vitesse à laquelle on a progressé dans cette histoire est quand même une démonstration éclatante du fait que la science, quand elle se mobilise, est capable de produire des résultats extraordinaires. Et je trouve que c'est quand même, avec toutes les difficultés dont on parle tous les jours, et heureusement il y a des médias pour ça, c'est quand même une extraordinaire leçon d'optimisme aussi. Et de manière liée, mais pas vraiment, je me posais une question autour de l'avis critique. Parce que, en fait, c'est lié parce que, dans le sens où il y a l'avis général et puis l'avis critique de certaines personnes qui ont peur. Et là, je me suis dit, mais est-ce que l'avis de masse... Parce que quand on essaye de réduire ce que vous disiez, quand on essaye de réduire le bruit, on va demander à plusieurs personnes leur avis sur un certain nombre de critères. Et je repensais par exemple à l'affaire Dreyfus, où je me dis, l'avis de masse, il était clairement qu'il était coupable, alors que l'avis de quelques-uns, qui avaient un avis critique, je pense à Zola entre autres, disait que non, et en l'occurrence, il ne l'était pas. Alors comment on gère ça, c'est-à-dire l'avis de masse qui va dans le sens de la réduction du bruit versus l'avis critique qui peut être in fine le bon avis. On peut aussi prendre le cas des résistants en France qui finalement n'étaient pas si nombreux, dans les 2-3% de Français. Oui, ou on peut prendre le cas de Galilée qui disait que la Terre tournait et complètement, et qui a mal fini. C'est lui qui avait raison. Alors c'est très simple. Il y a des domaines dans lesquels on est dans le jugement et des domaines dans lesquels on est dans les questions de fait. Est-ce que le bordereau d'Esterhazy est un vrai ou un faux ? Si c'est un faux, on n'était pas à l'époque de Facebook, mais c'est l'équivalent. Si c'est un faux et qu'on vous fait croire que c'est un vrai, vous allez arriver à la mauvaise conclusion. Est-ce que la Terre tourne ? C'est une question de fait, c'est une question qui est là pour que la science doit trancher. Toutes les opinions ne se valent pas. Quand on dit que prendre la moyenne d'un certain nombre d'opinions indépendantes est une bonne manière de réduire le bruit dans le jugement, on parle d'un domaine bien particulier, qui est le domaine du jugement, pas le domaine des questions de fait, et le domaine du jugement, si possible, avec des jugements qui sont portés par des gens compétents. C'est-à-dire que si vous essayez de trouver le bon jugement sur la peine pour un prévenu donné qui a commis un crime donné, vous n'allez pas prendre l'avis de 25 personnes dans la rue en leur disant « Et à ton avis, à combien on le condamne, Dupont ?» Vous allez demander à un certain nombre de juges formés, compétents, qui ont écouté la présentation de l'affaire dans le prétoire et qui vont donner un avis informé. Donc, on parle toujours, si vous voulez, quand
quand on parle de questions de jugement, on parle toujours de ces cas où quelqu'un a eu raison contre tous. Ça, c'est la remarque qu'on me fait le plus souvent quand je parle de ce livre, ou l'objection qu'on se fait. Non, mais elle est importante. En fait, la raison pour laquelle on la soulève si souvent est intéressante. C'est qu'on s'imagine toujours qu'on est celui-là. On s'identifie pas aux millions de personnes qui pensaient pas comme Zola, on s'identifie à Zola. On s'identifie pas aux dizaines de millions de personnes qui pensaient que la Terre était plate et le centre du monde, on s'identifie à Galilée. On s'identifie pas aux 11 jurés du film 12 hommes en colère, on s'identifie au 12e. On prend toujours l'histoire du point de vue de celui-là. Mais il faut quand même se rappeler que, par définition, il y aurait eu 11 fois plus de chances qu'on soit un des 11 autres jurés que d'être celui qui est joué par Henry Fonda. Il y aurait eu 1 million de fois plus de chances qu'on crie à mort Galilée qu'il n'y avait de chances qu'on soit Galilée. Donc la confiance que nous avons chacun dans notre propre jugement se berce de cette illusion, ça c'est un biais, c'est pas du bruit, se berce de ce biais d'excès de confiance, qui est que on s'imagine toujours que le jugement de l'individu face à la masse peut être une source de grande valeur, parce qu'on s'imagine que cet individu c'est nous, et que justement on a raison. Mais la plupart du temps, c'est pas comme ça que ça se passe. La plupart du temps, on fait partie de la masse qui a tort. Et il y a peut-être un individu qui a raison, mais on fait partie de la masse qui a tort. Intéressant. Et du coup, parce qu'en fait, en ce moment, on voit beaucoup un retour de l'intuition. Enfin, je sais pas si c'est un retour de l'intuition, mais moi, j'ai la sensation, néanmoins, que on était dans une société hyper analytique. Et donc qui découpait tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer, avec les limites qu'on lui trouve aujourd'hui, pour avoir une vision beaucoup plus holistique et comme le dirait Maffezoli, de l'invisible. Donc on est dans l'intuition, on est dans toutes ces choses-là. Quelle place il y a pour l'intuition dans le jugement, du coup? Parce que j'ai la sensation de ce que vous dites, finalement, il y en a pas beaucoup. On devrait pas avoir trop d'intuition. Il y en a une, mais ça dépend de ce qu'on appelle l'intuition. Ce qu'on entend souvent par intuition, pas toujours, mais ce qu'on entend souvent par intuition, c'est un jugement non seulement holistique, mais rapide. C'est-à-dire un jugement qui ne passe pas par la phase analytique, qui sait sans savoir comment il sait. Comme me disent souvent les DRH à qui je parle, quand je vois le candidat sortir de l'ascenseur, je sais tout de suite si ça va faire l'affaire. Bien sûr. Cette intuition-là, on sait, dans le cas du recrutement par exemple, on sait avec certitude qu'elle ne vaut pas tripette. Elle est absolument dénuée de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est que bien qu'elle soit totalement dénuée de valeur, bien qu'on le sache depuis à peu près un siècle, et bien que les recruteurs en conviennent quand on leur présente les faits qui le démontrent, ils continuent à faire confiance à leur intuition. Moi y compris. Hein. Mais moi y compris, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Moi y compris. J'ai lu des dizaines de papiers disant qu'il faut pas faire d'entretien de recrutement traditionnel, ça sert à rien. J'en donne les grandes lignes dans les livres que j'ai écrits. Et néanmoins, si je dois recruter quelqu'un, je vais évidemment faire un entretien. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit une chose très importante, qui est que l'intuition, on n'est pas prêt à s'en passer. Pour prendre la décision, pour appuyer sur le bouton, pour dire « je vais faire une offre à cette personne », la cultiver pour qu'elle rentre dans la boîte et pour qu'elle accepte l'offre que je lui fais, passer du temps avec elle à la former, faire en sorte de la faire réussir, s'assurer qu'elle s'intègre bien à la société. Pour faire cet investissement, j'ai besoin d'avoir une conviction qui n'est pas seulement analytique, une conviction gut feeling, une conviction dans les tripes, que j'ai fait le bon choix. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a besoin d'avoir cette conviction, mais qu'on sait qu'en fait, elle n'est pas fondée, elle n'est pas prédictive de la réalité, en fait, il y a une solution, qui est celle qu'on décrit assez longuement dans Noise, qui consiste à dire qu'il y a une place pour l'intuition, mais pas trop tôt. Il ne faut pas supprimer l'intuition, il faut la remettre à un peu plus tard. Le bon moment pour faire appel à son intuition, c'est quand on a déjà collecté toutes les informations. L'exemple archétypal de cette histoire-là, c'est une histoire que raconte Daniel Kahneman, justement, dans son livre précédent,
à propos du recrutement des soldats d'élite pour les troupes d'élite de l'armée israélienne. Il était psychologue à 22 ou 23 ans, je crois, dans l'armée israélienne. Il était chargé de sélectionner les candidats pour les troupes d'élite. Et il s'était aperçu que l'intuition, ça marchait pas. C'est-à-dire que les gens qui faisaient passer les entretiens et qui disaient « celui-là, il m'a l'air d'un type qui va bien fonctionner, celui-là, ça le fera pas », quand on allait regarder 3 mois plus tard comment est-ce que les soldats avaient performé, on s'apercevait qu'il n'y avait pas de corrélation. Donc, l'intuition ne marchait pas. Il a mis en place un système qui ressemble assez à ce qu'on raconte dans Noise 50 ans plus tard, d'ailleurs, où on évaluait les différents candidats analytiquement sur un certain nombre de dimensions. Et il s'est aperçu que ça marchait mieux. Mais il a eu une rébellion des recruteurs qui lui ont dit « Tu nous as transformés en robots, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut pas juste mettre des notes sur des dimensions, on veut porter un jugement sur des soldats. » Et donc il leur a dit « Bon, ok, d'accord, alors vous savez ce que vous allez faire, vous allez mettre les notes sur les différentes dimensions, et ensuite vous allez fermer les yeux, et vous allez vous demander « Est-ce que ce gars-là fera un bon soldat ?» Et il s'est aperçu, à sa propre surprise d'ailleurs, que cette appréciation holistique, ce jugement intuitif, qui venait après le jugement analytique, pas avant, était non seulement meilleur qu'il n'était quand on le faisait avant, mais meilleur que le jugement analytique. C'est-à-dire qu'il apportait quelque chose de plus au jugement analytique. Donc, l'intuition, c'est très bien, le jugement holistique, c'est très bien, mais contrairement à ce qu'on raconte quelquefois quand on parle de l'intuition, ça se fait pas en un clin d'œil. C'est pas l'intuition quand je regarde le candidat sortir de l'ascenseur, c'est l'intuition quand je regarde le candidat y rentrer, après l'avoir interviewé pendant 1h30 et l'avoir noté sur les 5 dimensions qui comptent pour le job. Là, c'est le moment de me servir de mon intuition. Et alors du coup, je vais vous poser une question. Elle est un peu piège, et en même temps, vous allez voir, ça va être rigolo. Quand il s'agit de la décision qu'on prend, qui est sans doute la plus grande décision de notre vie, par exemple de rencontrer une personne, de se marier, de faire des enfants, a priori, on n'a pas ces listes. Moi, je sais pas. J'ai pas la sensation que ça soit. On dit toujours, non mais arrête de faire des listes. Fais confiance à ton instinct. Et donc, ce que vous dites, c'est que limite, faudrait faire l'inverse. C'est-à-dire que quand je fais des enfants avec une personne ou quand je me marie avec quelqu'un, en fait, il faudrait que j'ai toute une liste de critères objectifs pour pouvoir définir si ça va être la bonne personne. Pour in fine, regarder ce que pense mon intuition. C'est ça aussi? Non, c'est pas ça, parce que je prétends pas qu'on couvre tous les sujets avec et en particulier qu'on couvre les sujets personnels. Il y a une complication dans ce genre de, enfin il y a beaucoup de complications dans ce genre de décision. Il y en a une qui est très importante, qui est que on n'est pas en train de rencontrer la personne idéale préexistante qui avait été fabriquée par le destin. Pour être votre partenaire pour la vie, ça c'est dans les contes de fées. On est en train de rencontrer une personne et ensuite on va faire en sorte qu'une relation avec cette personne s'épanouisse dans la durée. Et la manière dont on y pense a l'air de dire que c'est 95% choisir la bonne personne et 5% faire fonctionner sa vie avec elle. Les études suggèrent plutôt que c'est l'inverse, que effectivement il faut pas choisir absolument n'importe qui, mais que en fait le fait d'être convaincu qu'on a choisi la bonne personne sert essentiellement à faire en sorte qu'on fasse marcher la relation qu'on va construire avec cette personne. Donc la démarche analytique, à mon avis, ne s'applique pas du tout à ce genre de sujet. Et d'ailleurs, c'est une question empirique, il y a une manière assez simple de le tester. Est-ce que les couples qui sont assemblés par les applications de rencontres qui sont censées vous trouver votre partenaire pour la vie fonctionnent mieux ou moins bien que la moyenne ? Je ne sais pas quelle est la réponse, mais si effectivement ils fonctionnent en appliquant des critères analytiques et si on peut mesurer le taux de succès, si on peut dire, ça serait une manière intéressante de savoir si ça fonctionne. Autre question alors pour le coup je m'écarte, j'en ai parlé au tout début et après j'en ai plus parlé, donc je vais revenir sur ce sujet. En lisant le livre et en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est une ode à l'intelligence artificielle, puisque de l'intelligence artificielle, a priori, n'a pas de bruit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas faim, elle n'est pas fatiguée, elle part pas en vacances, son équipe de foot n'a pas raté un match, etc. etc.
Est-ce que c'est ça ou pas déjà pour comprendre? Et puis j'aimerais bien Non. qu'on parle un petit peu des biais algorithmiques. Bien sûr. Non, alors c'est pas ça pour plein de raisons. Parce que d'abord c'est pas ça, parce que si on avait voulu écrire un livre pour dire que l'intelligence artificielle c'est formidable et que ça remplace avantageusement le jugement humain, on aurait dit ça. Or c'est pas du tout ce qu'on dit. On explique comment améliorer le jugement humain. Pourquoi est-ce qu'il faut améliorer le jugement humain? Pour au moins 3 raisons. La première, c'est que l'intelligence artificielle, il y a des tas de choses qu'elle n'est pas encore capable de faire, même si elle le sera peut-être un jour. Il y a des tas de jugements qu'on ne sait pas numériser, enfin, qu'on ne sait pas réduire à des choses que l'intelligence artificielle est capable d'analyser. La deuxième raison, c'est qu'il y a des tas de jugements que pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on ne veut pas laisser aux machines. Par exemple, on est tous horrifiés, et moi aussi, à l'idée que quelqu'un pourrait être envoyé en prison par une intelligence artificielle. Ça nous semble profondément contraire à la dignité humaine, et même si, comme c'est probable, on nous démontrait qu'une intelligence artificielle ferait mieux que les juges humains, c'est quand même inacceptable. On veut avoir l'occasion d'exposer son cas et d'interagir avec un humain qui est notre père, qui est un humain comme nous. Il y a une dimension philosophiquement importante là-dedans. Donc, même s'il y a des décisions qui, en théorie, pourraient être prises par une machine, il y a des tas de bonnes raisons, quelquefois aussi des mauvaises, pour lesquelles on ne veut pas qu'elles soient prises par une machine. Et enfin, il y a la troisième raison dont vous parlez, qui est le fameux biais algorithmique dont on nous parle à longueur de livres et d'articles. Alors, le biais algorithmique, soyons clairs, ça existe. C'est important, c'est un danger. Qu'est-ce que c'est que le biais algorithmique? Par exemple, si, pour prendre un exemple réel, vous êtes Amazon et que vous dites on voudrait avoir une machine qui nous aide à faire notre recrutement, on va lui donner, pour qu'elle apprenne ce qui marche chez Amazon, on va lui donner l'historique de tous les gens qui ont été promus chez Amazon et qui ont fait des belles carrières chez Amazon. Félicitations, vous avez fabriqué une machine sexiste. Alors pourquoi la machine est sexiste? Pas, contrairement à ce qu'on vous raconte quelquefois, parce qu'elle a été programmée par des hommes blancs dans la Silicon Valley, et que donc elle va forcément favoriser les hommes blancs riches de la Silicon Valley. Ça, c'est absurde. Non, parce qu'elle est entraînée sur des données qui reflètent les biais humains, des humains qui ont pris les décisions qu'on va demander à la machine de prendre. En fait, à partir du moment où vous voulez qu'une machine fasse la même chose que vous avez fait, si la machine est bonne, elle va faire la même chose que ce que vous avez fait. Et si ce que vous avez fait n'est pas ce que vous souhaiteriez faire à l'avenir, si vous avez été, par exemple, sexiste dans votre recrutement passé et qu'à l'avenir, vous voudriez que ça cesse, il n'y a pas de problème pour programmer la machine pour qu'elle le fasse. Mais il faut lui dire. Si vous lui dites juste d'apprendre, et en général, c'est comme ça que fonctionne une intelligence artificielle, si vous lui dites juste d'apprendre et de découvrir dans le passé ce qui a fonctionné, la machine va découvrir quasi miraculeusement qu'en fait, il faut recruter que des hommes pour qu'ils réussissent chez Amazon parce que c'est ce qui s'est passé dans le passé. Ou, alors je prends un exemple caricatural, il y a des exemples plus subtils. Si vous avez un algorithme de police prédictive qui essaye de prévoir où est-ce qu'il va y avoir des crimes, en fait, vous allez l'entraîner à partir des données qui existent sur où est-ce que les crimes se sont produits, sauf que vous ne savez pas réellement où les crimes se sont produits. Vous savez où les crimes qui vous ont été rapportés et que vous avez enregistrés se sont produits. Et donc, si votre historique passé de l'endroit où vous envoyez vos voitures de police était plutôt d'aller dans les quartiers noirs que dans les quartiers blancs de la ville aux États-Unis, eh ben vous allez continuer à n'envoyer des voitures de police que dans les quartiers noirs et à n'arrêter que des noirs. Donc, vous allez perpétuer, voire renforcer, parce que la machine le fera avec plus de rigueur, avec plus de prévisibilité, avec moins de bruit que les humains. Vous allez avoir un résultat qui sera exempt de bruit, mais qui ne sera pas exempt de biais, qui reproduira les biais du passé. Alors, c'est un vrai problème, mais la conclusion qu'on en tire très souvent est complètement absurde. La conclusion qu'on en tire souvent, c'est donc qu'il faut se méfier des algorithmes. Quand vous trouvez un juge raciste, vous dites pas il faut se méfier des juges, de tous les juges. Vous dites il faut essayer d'avoir des juges qui ne soient pas racistes. Quand vous trouvez un humain qui est sexiste, vous dites pas le jugement humain ne vaut pas tripette. Donc le problème c'est pas les algorithmes, c'est pas l'utilisation des algorithmes. Le problème c'est de s'assurer d'avoir une procédure d'audit et de vérification objective pour s'assurer que les algorithmes qu'on utilise soient des algorithmes exempts de biais. Et c'est un problème technique
plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que définir ce que c'est qu'un biais sur un problème de prédiction est un problème, en fait, beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Un biais est-ce qu'un biais chez Amazon consiste à recruter 90... Si Amazon recrute 90% d'hommes et 10% de femmes, c'est sûrement biaisé. S'il recrute 60% d'hommes et 40% de femmes, est-ce que c'est encore biaisé ? Par rapport à quoi ? Par rapport à l'historique, par rapport au nombre de candidats, par rapport à leur niveau de qualification. C'est pas aussi simple qu'il y paraît, donc il faut définir les bons critères pour le faire, il faut s'assurer que les algorithmes ne soient pas biaisés. On peut même, et c'est la promesse de beaucoup d'algorithmes d'ailleurs, utiliser les algorithmes pour lutter contre les biais humains et pour combattre les discriminations qui, en l'absence d'algorithmes, et si on s'en remet au jugement humain, seront certainement perpétuées. Donc, oui, bien sûr, les biais algorithmiques, ça existe. En fait, les biais algorithmiques sont pas un problème des algorithmes, sont un problème des humains dont les décisions passées sont encodées dans les données. Non, pas des humains qui les codent, des humains, aussi, justement. Ça existe aussi. Enfin. Mais non, c'est non. Moi, on en a pas mal parlé avec Aurélie Jean, qui est du coup une très bonne pote, mais qui est spécialisée là-dessus. Elle m'explique ça très clairement, hein, qu'il y a aussi du bien humain de temps en temps, ça peut arriver. Hein, non, mais bien sûr, ça peut arriver accidentellement, si vous voulez, mais c'est que votre algorithme est vraiment pas très bon. Le problème, c'est pas un problème de biais de l'humain qui a programmé l'algorithme, c'est un problème d'incompétence de l'humain qui a programmé l'algorithme. C'est ça. Si vous passez à côté complètement d'un problème où vous passez complètement à côté d'une variable, c'est un problème de qualité de l'algorithme, c'est pas un problème de biais de l'humain. On peut toujours, ça c'est un problème avec les biais en général, hein, on peut toujours imputer une erreur a posteriori à un biais. C'est-à-dire que si Grégory design un algorithme et que cet algorithme a un problème, je peux toujours trouver un biais qui expliquera que c'est le problème de Grégory. Il n'y a rien de plus facile que de trouver a posteriori un biais pour justifier une erreur. Quand on fait le test proprement, il y a des articles récents là-dessus, de demander à différentes équipes avec différentes compositions de genre, d'appartenance ethnique, etc., de concevoir les mêmes algorithmes, on s'aperçoit que ça ne fait pas de différence. Là où ça en fait infiniment peu et pas dans une direction prévisible. Donc c'est pas un biais. Le vrai biais, il est dans les données. Et c'est un biais énorme, donc je nie pas du tout le problème. Le vrai biais est dans les données. Mais s'imaginer que si on avait un quota de genre et de couleur chez les programmeurs d'algorithmes, on aurait résolu le problème, et d'une naïveté insigne. D'accord, ok, très clair. Hyper intéressant. Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. Moi, je voudrais ouvrir la porte à beaucoup plus d'esprit critique et d'humilité sur le jugement humain. Je trouve qu'on a une sorte de naïveté par rapport à l'expertise, par rapport à tout ce qui relève de la connaissance, de la compétence, du jugement. Moi, une des choses que j'essaye d'inculquer à mes élèves quand je leur donne des cours, c'est la remise en cause assez systématique de tout ce que moi je leur raconte. C'est-à-dire que j'essaie de leur apprendre beaucoup plus d'esprit critique que ceux qu'on imagine généralement dans une école de commerce. Et je trouve que ça fait du bien. D'esprit critique, soit dit en passant, alors quand on dit ça, on s'imagine toujours... on parle d'esprit critique par rapport au système capitaliste, donc il faut leur parler des économies alternatives, il faut leur parler d'environnement, il faut leur parler de la responsabilité sociale de l'entreprise. Bien sûr, tout ça c'est vrai. Mais là où l'esprit critique devient intéressant, c'est quand on l'applique aux choses auxquelles on croit soi-même. Donc l'esprit critique, ça consiste d'abord à penser contre soi, pas à penser contre les autres. en tout cas, en premier lieu. Ce serait facile de penser contre les autres, hein. Il n'y a rien de plus facile que de pas être d'accord. Mais c'est pas de l'esprit critique. L'esprit critique, ça consiste à se dire, est-ce que l'esprit critique dont j'essaye de parler, ça consiste à se dire, est-ce que les raisons pour lesquelles je crois ce que je crois sont des bonnes raisons ? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour me faire penser le contraire de ce que je crois ? Ça consiste à penser un peu plus comme un scientifique qui, à chaque fois que les faits viennent lui donner tort, se dit « Chouette ! Enfin, il y a un truc sur lequel j'avais tort, j'ai appris quelque chose. »
Donc ce à quoi je voudrais ouvrir la porte, ça tient pas en un mot, je suis désolé, c'est un peu long. Tout va bien. Mais c'est cette espèce d'esprit de remise en cause de ce qu'on croit savoir, cette capacité à penser contre soi, et ça, je trouve que c'est un savoir-faire qu'on ne développe pas assez, qui est pas une matière qu'on enseigne à l'école, qui est pas un thème, qui est pas un parti politique, qui est pas un sujet dont on peut parler aussi facilement que ça. C'est une espèce d'état d'esprit que je pense on gagnerait à cultiver parce qu'il ferait des meilleurs managers et des meilleurs citoyens. Ouais, totalement aligné. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Grégory. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.